Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Gérard Delagarde, je suis interne d'anesthésie à l'Institut Gustave Roussy en premier semestre et je vais vous présenter un sujet encadré par le docteur Philippe Sidon. Donc, le sujet, donc un petit mot tant attendu. Donc, pourquoi déjà donc, nous, en tant qu'anesthésistes, nous sommes amenés à prendre en charge la douleur. Donc, prendre en charge la douleur, c'est bien, mais le problème, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait un petit moment qu'on n'a plus de nouvelles armes thérapeutiques dans la prise en charge de la douleur. Le dernier traitement qu'on a, ça fait à peu près 20 ans, donc le traitement antalgique non opioïde qu'on a, ça fait à peu près 20 ans qu'il est sorti, donc ça commence à faire un petit peu long. Prendre en charge la douleur, on sait le faire, on a de bons traitements, sauf que le problème, c'est à quel prix on prend en charge la douleur. Donc un problème de santé publique, donc ça, c'est la crise des opioïdes. Donc on donne des traitements, sauf qu'on entraîne une dépendance lorsqu'on prend en charge la douleur. Et c'est assez bien résumé par ce graphique, donc, qui est un graphique qui vient du Center for Disease Control and Prevention, qui est une sorte de santé publique France aux États-Unis. Donc il nous montre bien que depuis les années 2000, le nombre de morts dus aux overdoses dues à des opioïdes, il est en croissance, une croissance exponentielle. Les instances, qu'elles soient françaises ou mondiales, se sont rendues compte de ce problème qui touche les États-Unis et ont publié différents articles, notamment un article de l'OMS qui date de 2023 qui montre que sur 600 000 décès dus à la consommation de drogue, il y en a à peu près 80% qui étaient dus aux opioïdes. Il y a l'assurance maladie, il y a de ça un mois qui a passé sur ordonnance sécurisée, même maintenant les antalgiques, que ce soit en opioïdes, que ce soit donc le tramadol et le codeïne. Donc, il y a des industries pharmaceutiques qui ont compris que c'était un souci et ils se sont demandé qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et pour se demander comment faire, il faut déjà connaître le système de la douleur et aussi comment les molécules, notamment les opioïdes, entraînent la dépendance. Donc ça, c'est une petite diapo récapitulative du système de la douleur de manière assez schématique. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a une activation des nocicepteurs en périphérie, que ce soit d'origine mécanique, que ce soit d'origine chimique ou thermique, on a la création d'un potentiel d'action grâce à une entrée d'ions sodiques et calciques, ce qui en fait une dépolarisation. La transmission se fait par l'intermédiaire des axones, de manière schématique assez rapidement au niveau du thalamus et au niveau du gyrus postcentral, où on a l'intégration de la douleur. Après, on a des voies descendantes, qu'elles soient facilitatrices ou inhibitrices, qui nous permettent de réguler un petit peu tout ce système. Donc, pour jouer sur la douleur, il faut savoir qu'on peut jouer sur quatre zones, au niveau tissulaire, au niveau de la transmission nerveuse, au niveau des relais centraux et au niveau de la souffle inflammatoire. C'est ce que font nos différents antalgiques en agissant soit au niveau du système nerveux central, soit au niveau du système nerveux périphérique. Donc ça, c'est la première chose, savoir où agir. La deuxième chose, c'est donc le système de la récompense et donc le système de la dépendance. Donc comment ça fonctionne? On a, lorsqu'on va être amené à être face à un plaisir ou à une récompense, ce qui se passe, c'est qu'on a une stimulation de l'aire tegmentoventral que l'on trouve juste ici, qui va sécréter de la dopamine. Cette sécrétion de dopamine va aller stimuler le noyau accumbens qui lui aussi va sécréter de la dopamine. Et on va avoir en fait cette surcharge de dopamine qui crée le plaisir. Comment fonctionnent les opioïdes et comment les opioïdes entraînent cette dépendance? En fait, ce qui se passe, c'est que les récepteurs mu, donc qui sont des récepteurs que stimulent les opioïdes, ils se trouvent aussi au niveau de cette aire tegmentoventrale et en fait, ça stimule de façon assez importante cette aire et sécrète énormément de dopamine. De plus, on trouve au niveau de cette aire tegmentoventrale, des récepteurs GABAergiques qui, eux, sont censés un petit peu réguler ce circuit mésolimbique. Et les récepteurs opioïdes, ils vont aller inhiber ces récepteurs. Donc en fait, d'un côté, on empêche l'inhibition et de l'autre, on stimule. Donc ça fait une explosion de dopamine au niveau du système nerveux central, ce qui entraîne en fait la dépendance. Donc là, je vous parle de quelque chose qui est assez actuel parce que la FDA approuve un nouveau traitement non opioïde qui agit sur les douleurs modérées à sévères. C'est quelque chose qui date de janvier 2025. Et ce traitement s'appelle la suzetrigine. Donc, comment fonctionne la suzetrigine? Donc, la suzetrigine, c'est un inhibiteur des canaux sodiques 1.8. Donc, ce type de canaux sodiques, ce sont des canaux sodiques qui sont non sensibles à la tétrodotoxine. Et on les retrouve principalement au niveau du système nerveux périphérique et non pas au niveau du système nerveux central. Ce sont des récepteurs qu'on trouve, la spécificité qu'ils ont aussi, c'est que ce sont des récepteurs qu'on trouve au niveau des voies nociceptives, donc des fibres C.
Donc ce récepteur, donc cette molécule, donc suzetrigine ou VX548, c'est le nom de la molécule, elle ne va pas aller bloquer les canaux sodiques, mais elle va aller maintenir dans un état de repos ces canaux, ce qui va empêcher la transmission du potentiel d'action et donc empêcher la transmission de la douleur. Alors on peut se poser la question par rapport à des antiépileptiques ou à des anesthésiants locaux qui vont aussi bloquer les canaux sodiques, qu'est-ce que ça a de différent, cette molécule? Cette molécule, en fait, elle est très sélective. 30 000 fois plus sélective que les canaux, que les anesthésiants locaux ou que les antiépileptiques, ce qui fait que cette molécule va entraîner beaucoup moins, voire très peu d'effets indésirables. Donc il y a des études qui ont été faites, parce que c'est une molécule toute nouvelle, hein, il y a des études qui ont été faites chez le singe et chez le rat, à dose suprathérapeutique. Ils ont pris entre 30 et 50 fois la dose qu'ils comptaient administrer chez l'homme, et ils ont montré en effet qu'il n'y avait pas d'effets addictifs, pas d'effets neurocomportementaux, pas d'effets cardiovasculaires et respiratoires. Que dit la littérature sur la suzetrigine? La littérature, elle n'en dit pas grand-chose pour l'instant. Il y a une douzaine de résultats, et parmi ces 12 résultats, on a 6 erratums et correspondances, mais par contre, sur ces 6 résultats, on retrouve quand même 4 grandes études. Donc il y a 2 études de phase 2 qui sont parues dans le journal de New England. Ces 2 études de phase 2, donc comment elles se designent? Dans ces 2 études, on va prendre la suzetrigine et on va la comparer au placebo. Pourquoi? Parce qu'une étude de phase 2, on évalue 2 choses, c'est la tolérance et l'efficacité. Donc on va étudier la tolérance et l'efficacité de cette molécule en la comparant au placebo. Donc on étudie dans 2 types de chirurgie qui sont l'abdominoplastie et la chirurgie de l'hallux valgus. Pourquoi ces 2 types de chirurgie? Parce que c'est des chirurgies qui agissent d'une part l'abdominoplastie sur les tissus mous et d'autre part sur les tissus osseux. Donc les études, ce sont des études qui sont relativement bien faites, qui sont multicentriques, en randomisé, double aveugle, etc. Le critère de jugement principal, il faut se concentrer dessus parce qu'il n'est pas très facile à comprendre, c'est la comparaison de la somme pondérée dans le temps de la différence d'intensité de la douleur sur 48 heures, ce qu'ils appellent le SPID 48. À quoi ça correspond? En fait, en post-opératoire, après les chirurgies, ils ont calculé un score de douleur. Eux, le score de douleur qu'ils utilisent, c'est le score NPRS, on va voir un petit peu plus tard. C'est un score, c'est une échelle numérique qui va de 0 à 10. Donc, on la calcule en post-opératoire. Et ensuite, on donne notre molécule, que ce soit le placebo, soit la suzetrigine, donc le VX548, et on évalue un nouveau score de douleur à 30 minutes, 1 heure, 2 heures, etc., etc. On fait la différence de notre score de douleur, donc de suite en post-opératoire sans le traitement, et on fait la différence avec le delta temps, donc, qui est soit à 1 heure, soit à 2 heures, etc., etc., ce qui nous donne une somme, un chiffre. Ce chiffre, on l'additionne donc à plusieurs autres qui sont ceux d'après, donc de 2 heures, 3 heures, 4 heures, et ça nous donne un nombre, et ce nombre, plus il est élevé, plus ça veut dire que notre traitement a été efficace. Donc ça, c'était le critère de jugement principal. À savoir qu'ils ont fait après pour la même chose pour le critère de jugement secondaire, sauf qu'ils se sont mis à 24 heures. Donc là, c'est une petite diapo récapitulative du design de l'étude pour que vous compreniez un petit peu. Donc il y avait 4 bras qui ont été étudiés dans l'abdominoplastie. Parmi les 4 bras, la première molécule, la molécule VX548, qui est utilisée à 2 doses différentes. Soit à 100 mg, puis après une dose d'entretien de 50 mg, soit à 60 mg avec une dose d'entretien à 30 mg, soit le troisième bras, c'est un bras avec hydrocodone, qui est de l'oxycodone qu'ils utilisent là-bas aux États-Unis, avec du paracétamol, et le placebo. Sachant que le critère de jugement principal qu'on a, nous, ne comparera que la suzetrigine et le placebo. En post-opératoire, à savoir que les patients n'avaient le droit qu'à la suzetrigine, aucune analgésie multimodale. C'était soit le placebo, soit la suzetrigine, rien d'autre. Concernant l'étude sur l'hallux valgus, c'est la même chose. Ils ont juste rajouté une dose un peu plus faible, 20 mg, avec un entretien à 10 mg, sinon le chemin est exactement les mêmes. La petite spécificité pour la chirurgie de l'hallux valgus, c'est qu'ils ont fait de l'ALR. En ALR, ils ont fait un bloc opité. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il en ressort sur notre critère de jugement principal? Non, ça c'est par rapport à la population. Petite chose qui est un petit peu le point faible de cet article, c'est que c'est un recrutement exclusivement féminin. On remarque 99%, 87%, 80%, 83%. Pourquoi? Parce que c'est des chirurgies qui ont tendance à toucher plus les femmes que les hommes. Sur le critère de jugement principal, qu'est-ce qu'on remarque? Donc le critère de jugement principal est en faveur d'une efficacité antalgique supérieure de la suzetrigine par rapport au placebo, avec un intervalle de confiance qui ne comprend pas de valeur négative, donc qui est significatif. Que ça soit dans l'abdominoplastie ou dans la chirurgie de l'hallux valgus.
Je vous ai mis ce petit schéma parce que je pense qu'il est un peu plus parlant qu'une somme pondérée de chiffres. En fait, donc là, on a le fameux score NPRS, comme je vous disais, qui est en fait juste un score de douleur que nous, on pourrait utiliser une échelle numérique. Et on remarque en fait que la différence, il y a une différence donc, qui est statistiquement significative entre les différentes échelles d'évaluation. Et en plus, cet effet, donc, il est présent et il est stable au cours du temps, que ce soit dans l'abdominoplastie ou dans la chirurgie de l'hallux valgus. Critère de jugement secondaire, pourquoi je vous l'ai mis? Je vous l'ai mis pour une seule chose. Si on se concentre sur la chirurgie de l'hallux valgus, on remarque que là, notre critère de jugement secondaire, donc, qui est la même chose que le critère de jugement principal, sauf qu'on l'évalue à 24 heures, il revient négatif. Alors la question à se poser, c'est que est-ce que cette molécule ne rentrerait pas en compétition avec les anesthésiens locaux, avec la LR qu'ils ont fait pour la chirurgie de l'hallux valgus, ou alors autre chose, est-ce que c'est sorti non significatif juste sur le fait qu'on avait un effet résiduel des anesthésiens locaux en post-opératoire. Concernant les effets indésirables, cette molécule, si on regarde, il n'y a que 9% des patients qui ont arrêté le traitement si on prend toutes causes confondues. Donc ça, c'est très bien, ça veut dire qu'en fait, on arrête moins cette molécule que le placebo. Deuxième chose, arrêt pour cause d'inefficacité, 8% des patients ont arrêté pour cause d'inefficacité. Si on regarde le placebo ou même l'hydrocodone, il y a beaucoup plus de patients qui ont arrêté. Donc les effets indésirables, ce qui est assez marrant dans cette étude, c'est que si on regarde les effets indésirables de la suzetrigine sont moins importants que les effets indésirables du placebo. Donc ça a été assez marrant, c'est pour ça que je l'ai mis cette diapo. Et deuxième chose qui a été relevée avec cette molécule, c'est que cette molécule entraîne un peu plus de maux de tête et de constipation que le placebo. Par contre, si on la compare à l'oxycodone, à l'hydrocodone, moins de constipation. Alors les maux de tête et la constipation, comment ils ont été qualifiés avec la suzetrigine? Ce sont des maux de tête qui sont de faible intensité, qui étaient résolutifs en 24 heures sans traitement. Et la constipation, c'était aussi une constipation légère qui était résolutive avec un laxatif au bout de 5 jours. Donc ça, c'était pour les études de phase 2. Maintenant, pour les études de phase 3, donc c'est encore ultra récent, l'article est sorti il y a une semaine. Donc les deux études de phase 3, qu'est-ce qu'ils montrent? Concernant le design de l'étude, je ne reprends pas tout, parce qu'en fait, ils ont fait le même design. L'étude de phase 3, on est censé normalement comparer à un principe actif. Le problème, c'est qu'ici, ils n'ont pas comparé à un principe actif, ils ont fait la même chose, ils l'ont recomparé au placebo. Mais on va voir après ce qu'ils ont fait au niveau des critères de jugement secondaire. Ils l'ont comparé à l'hydrocodone et au paracétamol, et ils ont étudié le délai d'action de cette molécule. Comment ils ont étudié le délai d'action de la molécule? Ils se sont dit qu'ils ont considéré qu'une diminution de 2 points sur l'échelle NPRS, c'était assez important. Donc ils ont regardé au bout de combien de temps on avait cette diminution. Donc concernant le critère de jugement principal, donc, on remarque c'est la même chose que notre étude de phase 2, c'est une molécule qui est plus efficace que le placebo. Avec la même chose concernant les graphiques. Si on regarde ici, le placebo qui est la courbe noire, elle est statistiquement différente de la suzetrigine qui est la courbe bleue. Par contre, petite chose à regarder, c'est qu'on remarque que la suzetrigine et l'hydrocodone qui est la courbe grise sont quand même relativement proches, voire se chevauchent. Donc là, on peut se poser la question de la comparaison qui est le critère de jugement secondaire de l'hydrocodone et de la suzetrigine. On remarque que ça ressort négativement. Bon, ça ressort négativement, mais le critère de jugement secondaire voulait mettre en évidence une supériorité de la suzetrigine par rapport à l'hydrocodone plus paracétamol. D'un côté, une monothérapie, de l'autre côté, une bithérapie, donc une sorte d'analgésie multimodale. Donc juste, on peut dire que ce n'est pas plus efficace, mais ça a quand même une tendance à se rapprocher de l'efficacité de l'hydrocodone plus paracétamol. Maintenant, sur le délai d'action de la molécule. Donc c'est une molécule qui se prend en péros. La suzetrigine, pour l'instant, ils ont utilisé qu'une voie péros. Par rapport au placebo, on obtenait une diminution de la douleur de 2 au bout de 120 minutes. Bon, c'est assez long pour un antalgique, mais après, le but de cette molécule n'est pas de remplacer les opioïdes. Le but de cette molécule, c'est d'avoir une nouvelle arme thérapeutique qui peut être presque aussi efficace que les opioïdes et de l'utiliser dans un but d'analgésie multimodale. Donc, concernant les effets indésirables, donc on reprend, je vous ai juste remis cette diapo, pourquoi? Parce qu'il y avait plus de sujets, donc on était à 2000 dans chaque bras, 1000 sujets dans chaque bras, et donc on remarque que les maux de tête qui
qui étaient présents dans notre étude de phase 2, ben en fait, ils disparaissent dans nos études de phase 3. Ça n'entraîne pas forcément plus de maux de tête quand on a un nombre de sujets qui est plus important. Donc la conclusion, donc qu'est-ce qu'on peut en dire un petit peu de cette molécule et de ce staff? Bon, c'est des études qui ont été rigoureuses, ça, il n'y a pas de problème. La molécule est plus efficace que le placebo, ça a été prouvé. Maintenant, je vous ai parlé du risque de dépendance et je vous ai dit, je vais présenter la molécule comme quelque chose qui aurait pu résoudre le problème de dépendance avec les antalgiques, sauf que je ne vous ai jamais parlé de dépendance. Donc ça, c'est un problème. Physiologiquement, ils prouvent que ça peut fonctionner, mais dans les études qui ont été faites, ils n'en ont jamais parlé. Donc ça, c'est à prévoir de faire des études plus tard qui pourraient montrer en fait que la dépendance n'existe pas avec cette molécule. En termes de validité externe, je vous ai parlé de chirurgie quasiment exclusivement féminine. Donc il va falloir étudier un petit peu comment ça se passe chez l'homme, parce qu'il n'y a pas que les dames qui ont mal. Au niveau international, c'était des études qui étaient faites uniquement aux États-Unis. Donc il faudrait voir comment réagissent les Européens, les Asiatiques, etc., à cette nouvelle molécule. Ensuite, on n'a pas fait d'études sur l'analgésie multimodale. L'analgésie multimodale, c'est ce qui nous permet maintenant de prendre en charge la douleur. On ne donne pas un seul antalgique en monothérapie. Donc ça, ce sera à prévoir d'étudier cette molécule avec d'autres antalgiques, d'un, pour voir les interactions, de deux, pour voir si en fait les effets se potentialisent, et si au contraire, on peut atteindre des plateaux qui font que ça ne sert à rien de les associer. Troisième chose, c'est que l'étude de phase 3, ce qui est dommage, c'est de ne pas l'avoir comparée, en critère de jugement principal en tout cas, à un antalgique qui a l'AMM en tout cas, qu'on utilise pour prendre en charge la douleur. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est une nouvelle arme thérapeutique, donc possible progrès thérapeutique, et ça pourrait nous aider en tout cas, ça pourrait favoriser de résoudre un petit peu ce problème d'utilisation des opioïdes un petit peu abusif. Concernant les effets indésirables, je vous l'ai montré, en tout cas les études l'ont montré, c'est que ça a très peu d'effets indésirables. Les intérêts, quels intérêts ça peut avoir? Ça peut avoir de l'intérêt dans les chirurgies ambulatoires. Certaines chirurgies, on peut avoir tendance à se dire, bon, est-ce que je vais lui mettre des opioïdes, est-ce que je ne vais pas lui en mettre? On ne sait pas trop. Parfois, on a plutôt tendance à vouloir soulager la douleur et à mettre des opioïdes un peu trop rapidement, alors que là, c'est comme ça en fait qu'on va créer la dépendance. Mettre 3 jours d'oxycodone, 3 jours de morphine à nos patients en post-op, c'est pas super, et donc ça pourrait résoudre ce problème. Ensuite, pour les maladies psychiatriques, pourquoi j'ai écrit maladies psychiatriques? De nos jours, les maladies psychiatriques elles prennent de plus en plus de place dans la médecine, et on sait très bien que les patients qui ont des problèmes psychiatriques, que ce soit de l'anxiété, ou alors les patients qui ont des dépressions, ils sont plus sensibles à développer un petit peu ces phénomènes de dépendance. Ensuite, au niveau des interactions médicamenteuses, ça c'est des études en attente, des études futures qu'il faudrait mettre en place pour voir comment interagit cette nouvelle molécule avec d'autres antalgiques. À suivre, la suzetrigine, elle est en étude de phase 3 sur des douleurs de type neuropathique. C'est plutôt intéressant dans les douleurs neuropathiques. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé que ça bloquait la transmission nerveuse. Donc ça peut avoir un intérêt à voir ce que ça va devenir. La suzetrigine et la radiculopathie, c'est en étude de phase 2. Ils sont en train de mettre en place une nouvelle molécule qui est le VX993, qui est une molécule qui serait plus sélective et plus efficace que celle que je vous ai présentée, qui est la VX548, mais c'est pareil, c'est des études de phase 2. Ensuite, le problème du PEROS dont je vous ai parlé et la rapidité du délai d'action, ils sont en phase 1 pour la mise en place d'une administration en IV. Donc ça peut être intéressant et quelque chose à suivre. Voilà, merci de votre attention.